Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre 1 de la matière MEI 91 et cette matière parle des régimes transitoires dans les systèmes électriques. Donc, le premier chapitre va nous donner quelques généralités sur les phénomènes, sur ces phénomènes-là et qui se propagent le long des systèmes électriques. Euh, Tout à fait au début, on va essayer de donner une petite description de la matière et les intérêts de celle-ci. Dans cette matière, on va essayer d'analyser et de simuler, si vous voulez, les transitoires électromagnétiques sur les systèmes électriques, spécialement les réseaux électriques. Nous allons parler aussi des transitoires de commutation. Celles-ci sont dues aux différentes manœuvres qui peuvent exister dans un système, y compris les éléments de l'électronique de puissance, à savoir les thyristors, etc. Nous parlerons aussi des transitoires de foudre. Et dans cette partie-là, on va parler des coups de foudre et leurs caractéristiques et quelles sont les perturbations qui peuvent être obtenues ou qui peuvent gêner un peu le fonctionnement des systèmes électriques. Nous parlerons aussi de l'atténuation de ces circonstances transitoires et nous apprenons aussi la modélisation des appareils des systèmes de puissance pour des études, bien sûr, transitoires. Donc, c'est à peu près cette brève description de la matière. Donc, on passe au deuxième point. Un deuxième point qui sont après, on va citer, si vous voulez, les objectifs de cette matière-là et qui sont ici résumés en 5 points si l'on veut. Hein. Le premier point, donc, le premier point, c'est un. Attendez, je vais changer un peu le stylet. Donc, le premier point, c'est développer une compréhension physique des transitoires électromagnétiques. Là, ce sera le premier objectif de cette matière-là. On passera donc au deuxième objectif, on va essayer d'apprendre comment analyser les transitoires électromagnétiques, mais d'une manière analytique. Là, le troisième, ce sera identiquement au deuxième objectif, mais cette fois-ci, on va utiliser des outils de simulation informatique. Donc, on va utiliser les ordinateurs, ainsi de suite. OK. Le quatrième objectif, cette fois-ci, c'est comment modéliser, comment on va modéliser les différents appareils du système bien sûr, pour différentes classes d'études transitoires. Et enfin, on va apprendre comment, premièrement, réaliser des études et comment valider les résultats qu'on peut obtenir à partir de ces études. On va, justement, pour ces objectifs, dans cette matière, on va se baser sur quelques livres. Donc, la documentation sur les régimes transitoires est abondante, mais spécialement en langue anglaise. Donc, la première documentation, bien la première référence qu'on va utiliser comme étant le textbook, c'est le livre qui a été écrit par Gidas et qui est intitulé Transients on Electrical Systems, et celui-là a été édité en 2010. On pourrait aussi utiliser le livre écrit par Alan Greenwood, qui parle dont le thème ou bien le titre est Electrical Transients in Power Systems.
Ce livre a été édité en 1991 pour sa seconde édition, si l'on veut. On peut aussi se baser sur le livre qui a été écrit par Martinez, Juan Martinez Velasco, qui est intitulé Power System Transients Parameter Determination. Ce livre a été édité en 2009 et c'est un très bon livre pour la détermination des paramètres. Un des livres très récents a été écrit par Amentani et ses collègues et qui est intitulé Power System Transients Theory and Application. Sa seconde édition a été publiée en 2017. On utilisera aussi, on s'aidera aussi par le manuel d'utilisation du logiciel ATP-MTP. Alors, justement, pour le logiciel, donc, dans cette matière, plusieurs des devoirs exigeront donc des étudiants qu'ils effectuent des simulations. Donc, ils travaillent par ordinateur. Bon, ici, je vais suggérer l'utilisation de l'ATP, c'est-à-dire c'est un logiciel connu sous le nom ATP et MTP, donc ATP et MTP. Bien sûr, plus son interface ATP Giro. Donc on va essayer de l'utiliser. On pourrait même réserver une vidéo à un didacticien, à un ou à plusieurs didacticiens pour cet outil. Bon, donc pour le bon fonctionnement, si vous voulez, de cette matière-là, donc il se peut que les étudiants aient des questions à poser et des devoirs ou quelque chose à remettre pour l'évaluation des TD. Donc dans ce cas, il y a quelques directives que j'aimerais bien que les étudiants respectent. La première directive, c'est de veiller à commencer la ligne d'objet de toute correspondance relative au cours avec MEI 91. C'est-à-dire il faudrait mettre dans la ligne d'objet, dans les correspondances par email, par exemple, si vous envoyez des emails, merci de mettre dans la ligne d'objet, dans la ligne d'objet, l'intitulé ou le code de cette matière-là. Mais merci aussi de respecter, la date d'échéance des différents devoirs donnés, des différents projets. Sinon, ces affectations vont valoir à peu près 50% après la date d'échéance, voire 0%. Donc aussi, il est demandé aux étudiants de bien vouloir inscrire leur nom ainsi que le numéro du cours. Donc vous avez le nom, ça c'est le vôtre, le numéro du cours, c'est-à-dire MEI 91, MEI 91. Bien sûr, ça, il faudrait le mettre sur la première page de chaque examen et devoir soumis par email, pour qu'on puisse un petit peu différencier les matières les unes des autres. Alors, pour cette matière et pour ces devoirs-là, soumis par email, les formats acceptés, ce sont le format PDF ou le format Word. Donc, qu'il soit en étoile.doc ou bien étoile.docs. Aussi, bien sûr, tous les devoirs, tous les documents doivent être soumissionnés ou envoyés à cet email-là du professeur Bayadi Ablabi. Aussi, veuillez numéroter aussi vos pages.
Donc, la numérotation se fait généralement comme suit. Donc, la première, le premier numéro, c'est le numéro de la page. Donc, ça, c'est le numéro de la page. Et ici, ce numéro-là, c'est le nombre maximal de pages. Dans le document, bien sûr. Donc 1 sur 4, 2 sur 4, ainsi de suite. L'utilisation du courrier électronique donc, pour poser des questions est très encouragée. Donc, si vous avez quoi que ce soit, une question, une demande d'information, je vous encourage donc à poser vos questions et vos demandes d'information, bien sûr, par courrier électronique. Donc, vous pouvez utiliser l'adresse déjà mentionnée auparavant, avant et qui est cette adresse-là. Donc, vous pouvez toujours utiliser cette adresse pour ce type de demande. La huitième, si vous voulez, le huitième point sur lequel j'insiste, c'est essayer d'utiliser les ressources de la bibliothèque. Vous avez une bibliothèque, vous avez des ressources imprimées, des livres, articles, etc. Vous pouvez aussi utiliser les ressources électroniques, telles que l'accès à E3E Export, l'université est abonnée à cette base de données. Donc vous pouvez la consulter et peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous convient. Bien sûr, pour vous permettre de rédiger vos rapports, d'explorer vos connaissances et peut-être que ça va vous permettre de résoudre tel ou tel problème, surtout dans les simulations que je vous donne. Alors, je reviens maintenant à la matière proprement dite et je vais essayer de vous donner quelques points d'un aspect général sur les régimes transitoires. Donc, comme on le sait, les systèmes électriques, généralement, ils sont sujets à plusieurs formes de phénomènes transitoires. Ces phénomènes transitoires peuvent se ranger des transitoires qu'on caractérise de lents, relativement lents, tels que les oscillations électromécaniques, associées avec bien sûr avec les machines électriques et associées avec les commandes électriques. Donc là, ce sont des régimes transitoires, mais à caractère électromécanique. Donc l'étude de ce genre de régime transitoire est très très important. Aussi, on peut aussi avoir affaire à des variations rapides. Donc, bien sûr, les variations rapides sont des variations au niveau de la tension et du courant. Donc, ces variations rapides sont au niveau de la tension et au niveau du courant. Voilà, au niveau de la tension, au niveau du courant, telles que celles dues au changement brusque. Par exemple, on prendra un exemple, quand c'est les transitoires qui peuvent être originaires d'un coup de foudre qui frappe le système. Alors, comme objectif principal, si vous voulez, principal de cette partie, c'est justement de donner une introduction générale. Donc ici, on va essayer de donner une introduction générale aux phénomènes transitoires. Et puis, bien sûr, on va essayer de considérer leur origine et leurs conséquences. Alors, les circonstances sont généralement classées. On peut les classer. Tout dépendra des critères de classement. Le premier critère qui a été utilisé, c'est un critère, disons, qui n'est pas vraiment assez scientifique. Et au début, on a
classer les surtensions comme étant des surtensions externes au système bien sûr, et des surtensions internes. Donc les surtensions externes, ce sont des surtensions qui sont totalement externes au système, tel qu'un coup de foudre. Donc la perturbation, elle est externe au système. Il y a d'autres surtensions qui sont internes au système, et spécialement ce sont les manœuvres des disjoncteurs, les différentes commutations des systèmes d'électronique de puissance, ainsi de suite. Mais cette classification n'est pas vraiment, on n'a pas un caractère vraiment scientifique. Ce qui a poussé la CUI à changer d'idée et de classer ces surtensions en se basant sur le critère de fréquence, c'est-à-dire sur le critère de rapidité. Et là, la CUI, elle a si vous voulez, énumérer quatre groupes. Le groupe des surtensions temporaires, des contraintes simples, des surtensions lentes, les surtensions rapides et les surtensions très rapides. Bien sûr, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien entre la première classification et la nouvelle classification. Il y a toujours un lien. Et nous avons, on a remarqué que, bien sûr, pour les surtensions internes, on a toutes les formes de surtension qui ont été classées selon la fréquence. Par contre, pour les surtensions externes, on n'en a que deux. Donc, nous avons des surtensions d'origine externe qui sont des surtensions rapides ou bien des surtensions lentes. Alors, on pourrait ici donner quelques origines de ces surtensions. Donc, je vais donner simplement un exemple de chaque. Si on prend les surtensions temporaires, par exemple, on a les surtensions temporaires peuvent être générées suite à des défauts et élimination des défauts. Si vous avez un défaut, un court-circuit monophasé, biphasé, triphasé peut-être, ou l'élimination de l'ouverture de disjoncteur pour justement éliminer ce défaut, donc on peut, des surtensions temporaires et même des surtensions lentes peuvent avoir lieu. Donc, un autre exemple, c'est l'exemple de perte de charge, qui se lie directement aux surtensions temporaires. Pour les surtensions lentes, généralement, ce sont les surtensions de manœuvre, peut-être mises dessous et hors service des lignes de transmission, ou encore un coup de foudre lointain. Pour les surtensions rapides, donc généralement, on a le problème des défauts dans les postes ou encore les coups de foudre qui peuvent avoir lieu. Pour les surtensions très rapides, donc vous avez, ce sont toujours ces manœuvres, mais ils se passent sur des substations à isolation gazeuse, GIS, donc Gas Insulated Substations. Donc, ces substations à isolation gazeuse, lors d'un défaut, lors d'une manœuvre, donc on assiste à des surtensions très rapides. Alors, la CUI, comme je l'avais déjà signalé, elle a donné la nouvelle classification, si vous voulez. Ici, on donne quelques exemples de formes d'ondes. Donc, vous avez, on a classé ceux qui sont à basse fréquence, donc des contraintes à basse fréquence et des contraintes qu'on caractérise par transitoires, donc à basse fréquence. En basse fréquence, nous avons deux types. Ou bien que c'est la tension permanente, donc c'est la tension de service, si vous voulez, donc c'est une tension sinusoïdale avec une certaine durée totale, T totale, et une période égale à 1 sur F. Donc E ou F est la fréquence. Bien sûr, ici, la fréquence, dans ce cas, on peut avoir F égale à 50
comme chez nous, c'est en Algérie, donc on utilise une fréquence de 50 Hz, ainsi que peut-être l'Europe, et 60 Hz comme les pays les pays américains, l'Amérique et les USA utilisent 60 Hz. La durée totale, donc, elle est généralement supérieure à 1 heure. Donc 1 heure, c'est la limite au-delà de laquelle on peut considérer que la tension est permanente. La forme normalisée, donc c'est une tension sinusoïdale, purement sinusoïdale, de la forme PM sinus oméga t, donc de la forme peut-être VM sinus oméga t, et avec oméga est égal de PF par exemple, qui est égal à 314 radians par seconde pour le cas de si F égale à 50 Hz, ou bien elle est égale à 377 pour le cas où la fréquence est 60 Hz. Pour les essais de tenue normalisée, il n'en existe aucun. On n'a pas d'essai de tenue pour ce type de forme d'onde, si vous voulez, ou de cette contrainte. La deuxième contrainte en basse fréquence, c'est la surtension temporaire. Bon, la surtension temporaire, dans ce cas, vous avez ça, c'est la durée totale de ce problème, donc c'est la durée totale. Donc la durée totale, c'est entre 0,03 et 1 heure, avec une fréquence 1 sur F entre 10 et 500 Hz. Entre 10 et 500 Hz. Et vous remarquerez ici qu'il y a une surtension. Là, c'est la tension permanente, et là, c'est la surtension. Donc, il y a quand même une élévation de tension en une période T, en période TT. Donc, dans cette période-là, vous avez cette durée TT, la durée totale de la surtension temporaire. La fréquence, la forme normalisée, c'est une fréquence qui peut osciller entre 48 et 62 Hz. Bien sûr, dans ce cas, nous avons un essai de tenue normalisé qui est un essai de courte durée à fréquence industrielle. Donc, ce sont les essais qu'on peut utiliser. C'est l'essai qu'on peut utiliser justement pour dire que le système peut tenir à cette tension ou non. Alors, la deuxième catégorie, c'est ce qui a été caractérisé par transitoire. Dans ce cas, nous avons 3 types. Le premier type, c'est la surtension, au choc de manœuvre qui est à franc non, ce qui veut dire que elle est monodirectionnelle, elle augmente de 0 à sa valeur maximale pendant un temps TP. Ce temps TP, généralement, est compris entre 20 et 5000 microsecondes, et elle descend jusqu'à la mi-valeur sur la queue. Là, c'est une vie exponentielle. Donc, c'est une vie exponentielle. Donc, sa forme, c'est exponentielle moins alpha t, et généralement moins. Si on peut prendre seulement la vie exponentielle comme modèle, donc vous avez Vm exponentiellement alpha t moins exponentielle moins bêta t. Donc, là, le temps de Franck, qu'on appelle le temps de Franck, qui est TP ici, il est généralement compris entre 20 et 5000 microsecondes, comme je l'avais dit. Le temps T2, qui est calculé entre l'origine et le temps où la tension descend, s'atténue à 50% de sa valeur maximale sur la queue. Et généralement, il est de l'ordre de 20 millisecondes. Donc, on peut aller jusqu'à 20 millisecondes. La forme normalisée de cette contrainte, c'est la suivante. Donc, nous avons un temps de Franck égal à 250 microsecondes, alors que le temps T2, c'est de 2500 microsecondes, c'est-à-dire en quelque sorte 2,5 millisecondes. Et l'essai de tenue normalisée est appelé essai au choc de manœuvre normalisée.
Donc, on a manœuvre normalisée. Donc, on va utiliser ces valeurs-là pour TP et T2. Et la forme non utilisée, c'est Vm exponentielle moins alpha t moins exponentielle moins bêta t. Alors, on va changer un petit peu, si l'on veut, la couleur de l'encre. Donc, on va utiliser le bleu là pour ce cas-là. Et ici. Donc, pour le franc rapide, donc vous avez un T1 qui est toujours le temps mis par l'onde pour atteindre sa valeur maximale, et T2 c'est le temps mis par l'onde pour atteindre sa valeur maximale divisée par 2, mais sur la queue. Donc ici vous avez, si on veut, Vm, et là Vm sur 2, et ça c'est le temps T2. Bien sûr, dans ce cas, le temps de montée, ou bien le temps de franc T1, il est compris entre 0,1 et 20 microsecondes, et le temps T2 est généralement inférieur à 300 microsecondes. Alors, pour la forme normalisée de cette forme d'onde, la forme d'onde, elle est toujours, pardon, j'ai oublié de mentionner que la forme d'onde, toujours, elle suit généralement la vie exponentielle, Vm exponentiellement alpha t moins exponentiellement bêta t. Bien sûr, là, ce qui change, c'est les alpha et le bêta qui sont liés au temps T1 et T2, c'est tout à fait normal. Donc, le choc, ou bien la forme, si vous voulez, normalisée de cette tension, vous avez pour T1, c'est 1,2 microsecondes, et pour T2, c'est 50 microsecondes. Là aussi, on a des essais au choc de foudre normalisé. Donc, on va, si vous voulez, utiliser ces valeurs-là. C'est de même pour le cas de manœuvre normalisée. Alors, le troisième type de contraintes transitoires, c'est les contraintes à frein qu'on caractérise par très rapide. La forme d'onde, elle est presque là. Vous avez ici le TF, et vous avez le 1 sur F1 et le 1 sur F2, donc vous avez plusieurs fréquences. Donc le TF, ce temps-là, le TF, c'est entre 3 et 100 nanosecondes. Alors, si on fait le calcul de F1, elle est comprise entre 3 et 100 MHz. Pour le F2 là, pour la fréquence 2, c'est entre 30 kHz et 30 MHz. Le temps total de cette surtension, c'est généralement 3 millisecondes. C'est inférieur, si vous voulez, c'est inférieur à 3 millisecondes. Nous n'avons aucune forme normalisée. On ne peut pas avoir une norme normalisée, ni un essai de tenue normalisé. Cela étant dit, donc là, ce tableau, donc, il résume à peu près les différentes formes d'onde, les différentes contraintes qu'un système peut subir, allant de la basse fréquence, bien sûr, à la très haute fréquence, et les différences entre les contraintes. Donc, à basse fréquence, ce sont en général, si vous voulez, des tensions qui sont bidirectionnelles. Par contre, pour les transitoires à frein lent et à frein rapide, ils sont des contraintes monodirectionnelles. Alors, de même, le système aussi subit des surintensités, ce qui veut dire des surintensités, des intensités de courant très très élevées. Et ces surtensions, ils peuvent causer des contraintes, non seulement des contraintes, nous avons des contraintes thermiques et mécaniques. Mais je vais un petit peu changer un peu, comme d'habitude, un peu le stylo là. Je prendrai le rouge parce qu'il est plus clair là. Donc, ces contraintes thermiques et mécaniques sont très sévères pour les équipements. La classification,
pour la classification de ces surintensité, de ces contraintes, elle peut être faite de la même manière. Donc on va utiliser la même manière que celle pour les surtensions. On peut avoir les deux. Alors les surtensions internes importent leur énergie du système. Donc ils sont caractérisés par interne parce qu'ils importent leur énergie du système lui-même. Donc ils sont alimentés en énergie par le système lui-même. L'exemple le plus courant qu'on connaît, ce sont les courts-circuits, bien sûr causés par des défauts. Si vous avez un défaut monophasé, ce qui veut dire que vous avez un courant de court-circuit monophasé et solidaire, et spécialement obtenu du système lui-même. Bien sûr, là, ils sont principalement des surdensités à fréquence industrielle. Généralement, ces courts-circuits, la fréquence mise en jeu, c'est la fréquence industrielle, soit disant c'est 50 ou 60 Hz, superposés avec des oscillations, bien sûr, haute fréquence. Donc, nous avons une superposition des oscillations à fréquence industrielle avec d'autres oscillations qui sont des oscillations à haute fréquence. Ça, c'est une caractéristique de ces surintensités. Alors, aussi, un des trucs à prendre en considération, c'est l'angle d'initiation. Cela dépend à quel angle le court-circuit a eu lieu. Donc, ils peuvent être asymétriques avec des amplitudes très très élevées. Donc, là, c'est le problème de cet angle, l'angle d'initiation. Mais à quel moment ce court-circuit a eu lieu? Est-ce qu'au moment où la tension passe par zéro, est-ce que le courant est passé par zéro, est-ce que sa valeur maximale, on ne sait pas. Donc cet angle d'initiation doit être pris en considération. Vous avez aussi la durée du courant de court-circuit qui joue un très grand rôle dans la contrainte thermique. Par contre, son amplitude, c'est la contrainte mécanique. Il est responsable de la contrainte mécanique. Donc, une chose qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que sa durée joue un rôle principalement pour une contrainte thermique, alors que son amplitude est responsable pour la contrainte mécanique. À la différence, les surintensités externes ont pour origine des coups de foudre. Donc, les surintensités externes ont pour origine des coups de foudre directs et peuvent être des coups de foudre indirects. Ils peuvent avoir des amplitudes très très élevées et sont de durée très très courte. Donc ça, ce sont à peu près les caractéristiques des surintensités. Bien sûr caractérisées par surintensité externe. Alors, ceci dit, donc, en général, l'étude d'un phénomène transitoire, donc, en récapitulant, l'étude d'un phénomène transitoire électrique dans les systèmes électriques comporte une marge de fréquence allant de 0, donc on peut aller de 0 jusqu'à 50 MHz et plus. Au-dessus de la fréquence industrielle, donc, et cela comporte habituellement des phénomènes électromagnétiques. Donc, les phénomènes électromagnétiques, ce sont les phénomènes transitoires qui ont une fréquence supérieure à 50 Hz. Par contre, pour les fréquences inférieures à la fréquence industrielle, c'est-à-dire 50 Hz, ce sont les transitoires électromécaniques. Donc ça, il faudrait lui mettre ça dans la tête, c'est que les phénomènes électromagnétiques ont des fréquences supérieures à 50 Hz. Par contre, les phénomènes électromécaniques ont des fréquences inférieures à la fréquence industrielle et qui peuvent avoir lieu dans les machines tournantes spécialement et dans les commandes électriques, comme il a été mentionné au début de cette présentation, si vous voulez. Alors, ici aussi, on a essayé de vous donner l'origine de la contrainte et la marge de fréquence. Peut-être qu'on prendra un exemple. Par exemple, si vous avez la mise sous tension des transformateurs, donc la marge de fréquence, c'est entre 0 et 1 kHz. Si vous prenez, je ne sais pas, réenclenchement voilà, ou encore tension transitoire de rétablissement, TRV, donc c'est la marge de fréquence, elle est là.
au rang de cela. Si vous prenez par exemple les défauts dans les postes de ces enveloppes métalliques ou encore ce qu'on appelle les sous-stations à isolation gazeuse, c'est-à-dire là, donc la fréquence peut aller jusqu'à 50 et peut varier entre 100 et 100 kHz et 50 MHz, et même plus peut-être. Alors, aussi, d'après cette introduction, il s'avère que la représentation de tous les éléments du système électrique qui est valable à l'intérieur de la large bande de fréquence est pratiquement impossible. Donc, nous avons une marge de fréquence assez large et avoir une représentation unique pour tel ou tel équipement est vraiment impossible. Alors, pour cette raison, les caractéristiques physiques d'un élément spécifique du système doivent donner une considération détaillée pour la modélisation. Doivent être données. Donc ici, il faudrait que la représentation des éléments des réseaux électriques doit donc correspondre à la marge de fréquence spécifique du filament transitoire particulier. Cela étant dit, nous avons une représentation spécifique à une fréquence ou à une marge de fréquence, mais pas pour toute la marge de fréquence. Mais pas pour toute la marge de fréquence. Pardon. Ici, je vais peut-être conclure ici. Ce tableau va récapituler à peu près les marges de fréquence sur lesquelles on va travailler et qu'est-ce qui a été mentionné par la CUI pour l'étude de ces régimes transitoires, c'est que la fréquence ou toute la marge de fréquence a été divisée en quatre groupes, si vous voulez, 1, 2, 3 et 4. Donc vous avez le groupe 1. Pour le groupe 1, donc la fréquence elle est de 0,1 jusqu'à 3 kHz et ce sont là spécialement c'est des oscillations basse fréquence, c'est-à-dire des perturbations, des oscillations électromécaniques. Et la représentation c'est spécialement pour les contraintes temporaires ou bien les circonstances temporaires. Alors le groupe 2 où la marge de fréquence a été prise entre 50 Hz et 20 kHz. Et là, ça a été fait pour les contraintes lentes, donc spécialement sur les suspensions de manœuvre. Le groupe 3, donc, il a une marge de fréquence comprise entre 10 kHz et 3 MHz, et ce sont généralement les contraintes rapides. Et c'est pour la représentation, c'est une représentation généralement pour des circonstances de foudre ou bien des circonstances de foudre. Alors pour le quatrième, la dernière catégorie ou la dernière classe de fréquence, qui est le quatrième groupe là, le quatrième groupe il est on a donc entre 100 kHz et 50 MHz. Ce sont généralement des contraintes très très rapides. Ces contraintes très rapides, c'est spécialement des circonstances de enclenchement et plus spécialement dans le GIS, donc dans les sous-stations à isolation gazeuse. Donc si vous voulez, ce tableau il résume à peu près les différentes classes les différentes classes de fréquences, si vous voulez, différentes classes de fréquences pour l'étude des régimes transitoires. Donc cela étant dit, donc j'espère que cette petite introduction, cette brève d'introduction vous a plu et elle vous a donné à peu près une idée générale sur les régimes transitoires. Bon, cette matière-là, on va dans la suite, dans les prochains cours, de considérer
considérer tout cela en détail, étape par étape. Et enfin, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite bon courage pour la suite des travaux pour cette matière. Merci et au prochain cours.